Coucou. Une famille disparaît, une enquête des secrets, un drame qui dépasse tout ce qu'on imaginait. Alors là, j'ai pas mis de lumière pour avoir un peu le côté un peu sombre, etc. Dites-moi si vous aimez bien et c'est parti. Au 24 rue d'Auteuil, vivant depuis une dizaine d'années, Pascal et Brigitte Troidec. Tous les deux sont originaires de Brest. Ils ont quitté le Finistère pour le travail et sont installés près de la Cité des Ducs de Bretagne. Pascal est électricien dans une entreprise d'enseigne lumineuse et Brigitte travaille au Trésor public de Nantes. C'est une famille sans histoire, c'est une famille totalement normale. La cadette Charlotte a commencé un BTS à Fontenay-le-Comte en Vendée. Le fils Sébastien, 21 ans, il poursuivait ses études dans les deux sphères, mais revient régulièrement grâce à la voiture qu'il s'est achetée. La sœur de Brigitte, Hélène, tient des liens hyper forts. Elle s'appelle souvent, tous les jours, tout le contraire de la famille de Pascal. Depuis la mort de leur père en 2009, les relations avec sa mère, son beau-frère, sa sœur Lydia, très compliquées. Depuis plus de 2 ans, les liens sont coupés. Arrive le vendredi 16 février. Les téléphones de toute la famille sont sur messagerie. Et en fait, pour Hélène, c'est totalement chelou parce que elle appelle tout le temps sa sœur. Sa nièce répond tout le temps aux messages. Bref, les téléphones sont sous messagerie en fait. Et le lundi, personne va en cours, personne va au travail. Pour Hélène, c'est inquiétant. Parce que voilà, personne n'y répond, personne va au travail, personne ne va en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hélène habite à 3 heures de route de chez sa sœur, Brigitte. Elle peut pas y aller comme ça et vérifier si tout le monde va bien. Une semaine, elle va attendre une semaine. Après une semaine sans nouvelles, là, elle prend les devants et elle va faire 3 heures de route pour aller chez sa sœur pour voir si tout va bien. Le 23 février 2017, elle part voir si ça va bien. Et là, en arrivant devant chez elle, elle voit que les volets sont fermés, la porte est verrouillée et elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle appelle les gendarmes, elle dit que ça fait plus d'une semaine qu'elle a pas de nouvelles de la famille, de sa sœur, ses nièces, son beau-frère, et que faut qu'ils viennent. Ce qu'ils vont faire. Et là, la gendarme, quand elle rentre dans la maison, ils trouvent une maison vide. Le compteur électrique coupé. Il fait froid, le chauffage il est éteint, les draps du lit ont disparu, il y a du linge humide dans la machine à laver. Dans la salle de bain, les brosses à dents ne sont plus là. Les téléphones ont disparu, mais les chargeurs sont toujours au même endroit. Dans la cuisine, le plat de sushi est périmé, laisse penser à un départ précipité. Dans la chambre des parents, ils trouvent quelques traces de ce qui attire l'attention des enquêteurs. Là, direct, ils ont pensé à quelque chose de négatif, comme l'affaire du pont Ligonnès. Voilà. Ça fait maintenant plus de 48 heures que toutes les forces de police de France ont reçu la fiche de signalement de la famille Troidec. Depuis 2 semaines, une famille de 4 personnes est introuvable à Orvaux, près de Nantes. Très vite, certaines chaînes d'infos vont balancer plein d'infos, que ce soit vrai ou fausse. Beaucoup de personnes ont d'abord soupçonné Sébastien, le garçon, car sur les réseaux, ils découvrent qu'il a des messages très inquiétants, comme un tweet. Ah si putain j'en peux plus, je veux crever, mais j'en suis pas capable. Dans tag, dans 30 ans je suis mort depuis 27 ans. D'autres messages feront ensuite l'objet de théories sur sa fragilité et ou supposée dépression qui aurait pu penser que Sébastien aurait fait quelque chose de mal à sa femme. Car la seule voiture qui est manquante devant la maison, c'est la 308, celle de Sébastien. Pour les journalistes, c'est lui le coupable. Les premiers résultats des prélèvements effectués dans la maison sont formels. Les traces de sang retrouvées dans la maison sont de Pascal, Brigitte et Sébastien, et Charlotte restent introuvables. Et à partir de maintenant, Sébastien devient une victime à part entière. Mais c'est à plusieurs centaines de kilomètres. L'affaire prend un tournant macabre. Dans un bois près de Doulan, une joggeuse découvre la carte vitale de Charlotte et le lendemain, les gendarmes vont fouiller méthodiquement la zone avec des hélicoptères, une équipe avec des caméras thermiques, brigades. Le dispositif est vraiment incroyable. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver la famille. Et à 2 km de l'endroit où la carte vitale a été retrouvée, ils ont trouvé un drap, 2 vieilles bandes dessinées portant le prénom et le nom de Pascal Troidec et la voiture de Stéphane et
retrouvée. Elle a été garée dans un parking d'une église à Saint-Nazaire. Les enquêteurs sont convaincus. Brigitte, Pascal, Sébastien et Charlotte ont été victimes d'un crime violent. Et les enquêteurs se concentrent désormais sur leurs proches, et notamment la famille de Pascal. Parce que la famille de Brigitte, il n'y avait aucune histoire, ils s'entendaient tous, etc. Contrairement à la famille de Pascal. Et là, les déclarations sont vraiment ouf. D'après le beau-frère de Pascal, Pascal et sa famille se sont enfuis jusqu'en Suisse. Et le 5 mars 2017, la sœur de Pascal, Lindy, et son mari Hubert sont placés en garde à vue à Bretz. Et ils diront que Pascal aurait simulé sa mort pour s'emparer d'un trésor. Voyez d'où ça tourne l'histoire. Un trésor immense, près de 50 kilos d'or en Ligo, et les pièces évaluées à 3 millions d'euros. Et pour les enquêteurs, c'est un truc de malade. Comment ça, Pascal a 3 millions d'euros cachés chez lui? Comment ça, il a un trésor? Selon eux, il s'agit d'une partie du chargement d'or de la Banque de France volé à Bretz en 1940 pour éviter qu'il ne tombe sur les mains des Allemands. Ce trésor est connu des histoires et fait partie du folklore local. Le père de Pascal aurait lui-même découvert une partie de ce bulletin en 2006 lors de travaux dans la cave, un vieil immeuble. Des lettres écrites par René Alec est retrouvé dans la maison, venant appuyer ces faits-là, c'est-à-dire un héritage qui aurait dû être partagé entre ses enfants. Mais c'est surtout la personnalité de Hubert qui intrigue vraiment les enquêteurs. Ancien chaudronnier de pointe dans l'industrie navale, il a quitté son métier pour un burn-out. Il souffre d'acouphènes très intenses qui provoquent des crises où il se frappe parfois la tête contre le mur. Autoritaire, voire tyrannique, il semble exercer une forte emprise sur sa famille. Le cancer de Lydie, sa femme, a également beaucoup affecté la famille. Hubert et Lily sont installés dans une ferme pour s'isoler entre familles, à une demi-heure de Brest. Et depuis 2012, il entretient l'obsession du trésor de la Seconde Guerre mondiale. Il ne cesse de parler de cette découverte. Et il ne cesse de surveiller la famille. Et il ne cesse d'envier la famille. Il est convaincu que Pascal et Brigitte cachent le trésor. Pour lui, ils sont millionnaires parce qu'ils voyagent, ils ont des belles voitures. Voilà quoi. Mais bon, des personnes normales qui travaillent. Bon, dans la France de Macron, je pense que tout le monde ne peut pas avoir ça, mais je pense avant on pouvait. Quand t'avais un salaire, tu vivais bien, et quand t'avais 2 salaires, c'était incroyable. Bah, ils voyageaient. Ils avaient chacun leur voiture, mais c'était à crédit. Et les enfants vivaient bien, mais normal. Du coup, bah, il était jaloux. Bref. Et quand il a été interrogé, il dit qu'il ne se souvient pas de la nuit du 16 février. Mais finalement, il va avouer qu'il a tué les 4 membres de la famille. D'après lui, il a agi tout seul. Il a fait disparaître les corps dans sa ferme, a semé des indices sur la route pour ralentir l'enquête, et le 6 mars, Lindy et Hubert sont mis en examen. Le procureur de Nantes relève les premiers éléments de l'enquête. Lors d'une conférence de presse, selon lui, le soir du 16 février, il se rend à la maison d'Orvaux. Son objectif, trouver des preuves du trésor qu'il croit caché par Pascal. D'après sa version, il attend que tout le monde dort pour pénétrer dans la maison. Un bruit attire l'attention de Pascal. Une confrontation s'ensuit. Hubert prétend que la situation lui échappe totalement. Ce qu'il décrit comme un accident tourne au drame. Il dira que sa compagne n'est pas là, qu'il était tout seul. En gros, il a fait tout ça tout seul, etc. Il a tué tout le monde tout seul. Il rentre chez lui, il avoue tout à sa femme, et en fait, le lendemain, ils retournent à la maison pour effacer leurs empreintes et cacher les corps. Et en gros, sa femme est restée dehors pour faire le guet, et lui, il aurait tout nettoyé dans la baraque. Voilà quoi. Que les corps auraient été déplacés dans la voiture de Sébastien, puis transférés à la ferme de Pont-de-Buis où ils ont leur maison. Mais où sont-ils enterrés? Où il a caché les corps? Où? Bah, la police, en faisant des recherches tout autour de leur résidence, ils ont trouvé des restes d'humains enterrés et d'autres parties brûlées. C'est un choc pour les enquêteurs, pour tout le monde, parce que en fait cette scène est horrible. Malgré leur expérience, le travail de Hubert pour dissimuler le corps témoigne d'une planification froide et
impeccable. La ferme de Pont-du-Puy, isolée au milieu des bois, devient un lieu de central de l'enquête. Le convoi de la police arrive vers 17h30, encadre Hubert et la police relève l'ampleur de ce qu'ils ont fait. C'est une violence inouïe. Et vraiment, c'est une personne très vicieuse. Il a réussi à dissimuler ça pendant plusieurs jours. Les enquêteurs ont décidé d'appliquer ce qu'on appelle la technique Atlanta. Recherche des restes d'humains sur des zones très étendues. Ils savent que maintenant, ils ne pourront pas retrouver un corps entier. Quelques morceaux de corps. Et ils doivent chercher. Et en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se concentrer sur des restes humains. Et pour la famille, surtout la famille de Brigitte, ils sont anéantis. Comment une personne peut faire ça pour une histoire de trésor? Cette histoire, ça se trouve, elle est totalement fausse. Et que personne a vu ce trésor. Même la femme du grand-père n'a pas vu le trésor. C'est des histoires transmises par ouais, genre c'est le téléphone arabe. Et pour Hubert, Pascal aurait caché tout ce trésor à Londres, à Monaco, dans des comptes en Suisse, partout en fait, et qu'il ne voulait pas partager. Les enquêteurs ont vérifié le train de vie de la famille, etc. et leur achat, leur voyage, ce qu'ils faisaient, parce que, excuse-moi, si tu deviens millionnaire, tu retournes pas travailler. Voilà. Tu te barres dans un pays où la vie n'est pas trop chère, et tu vis ta belle vie, quoi. En faisant attention, bien sûr, mais tu vis la belle vie. Enfin, voilà, quoi. Et ils ont découvert que c'était des personnes normaux, et que leur voiture, c'était à crédit, et que certes, ils partaient en voyage, mais c'était des petits voyages en éco. Ils prenaient l'avion en éco. Excuse-moi, si t'as de l'argent, tu fais un business, tu prends pas de l'éco. Ils ont même vérifié dans des banques étrangères, mais rien, aucune... Pascal et Brigitte n'ont aucun compte à l'étranger. Et selon lui, il faisait que de se défendre face à Pascal et sa famille. Il dira que l'intercation avec la famille s'est passée dans le garage et dans la buanderie. Mais ils vont trouver des taches de sang sur les matelas. Et en gros, il les a tués. C'est un gros lâche. Il les a tués pendant le sommeil, vraiment. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que, excuse-moi, 1 contre 4 à faire. Bref. Ce qui choque le plus, c'est la détermination et la froideur pour tout détruire, toute trace de vie. Les enquêteurs vont tenter de déterminer lors d'une reconstitution minutieuse menée la nuit du 29 au 30 avril 2019. Pendant plus de 5 heures, le principal suspect du drame, entouré par la police judiciaire, le procureur, les avocats, des parties civiles, et en fait il va juste reconstituer. Il les a tués, quoi. Ils vont même mettre des mannequins de la taille réelle des enfants et des parents, etc. Bref, alors voici ce qui s'est passé. Le 17 février au matin, Hubert serait rentré chez lui, les vêtements couverts de sang, et c'est seulement à ce moment-là que Lydie aurait appris qu'Hubert a tué toute la famille. Ils auraient attendu la nuit suivante pour repartir vers la maison afin de rapatrier les corps et d'effacer les traces. Lydie serait restée à l'extérieur pour faire le guet à l'aide d'un talkie-walkie fourni par leur fils. D'après leur déclaration, les 4 corps auraient été placés dans la 308 de Sébastien pour ramener dans la ferme. Mais comment il a fait pour cacher tous les corps? Ça va être un peu choquant ce que je vais dire. Il semble que les corps étaient démembrés, qu'une partie des corps ont été enterrés et l'autre partie brûlée. C'est à l'après des regards que Hubert a démembré chacun des corps. C'est Pascal qui aurait subi en premier ce triste sort. Je vous dirai pas les détails parce que vraiment c'est atroce. Il a vraiment démembré les membres de la famille comme si c'était des animaux. Même je pense à des animaux tu fais pas ça, vraiment comme une chaussette en fait. Et il va détailler tout ça et il dira que le premier à être passé c'est Pascal et après le reste il se rappelle plus. Et en gros qu'il aurait mis 2 jours à faire tout ça. En gros une partie du corps a été enterrée et d'autres a été brûlé dans la chaudière. Une première expertise psychologique établie. Il souffrait d'une altération du jugement au point atteinte d'un délire paranoïaque. Cette reconnaissance est une première victoire pour la partie civile. Ouvre la voie pour un procès qui débute
en 2021. Pour ce homicide, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sa compagne est libre, mais va quand même comparer également au procès. Plus de 5 ans après le meurtre, Lynnie finit par reconnaître que le fameux trésor est peut-être une histoire que son père a inventée. Elle admet que même elle n'est pas sûre qu'il existe. Ils ont été maudits, obsédés par cet héritage imaginaire. Et pour Hubert, il dit que Pascal est là sous tous leurs problèmes. En gros, tout ce qu'ils avaient comme malheur chez eux, que ça soit une tasse cassée, un vase cassé, il se fait mal sur le coude, enfin voilà quoi. Ce problème vient de Pascal. Leur malheureuse vie, leur vie maudite, c'est à cause de Pascal. Pendant toutes ces années-là, il a eu une rancœur envers Pascal et la femme. Vraiment, il détestait Pascal. Pendant l'audience, Hubert raconte les faits, mais d'une froideur, comme si il avait... C'est normal en fait. Comme si ce qu'il a fait, c'est rien en fait. Hubert Cahoussin est condamné à 30 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il devrait pas sortir avant 2043. Il aura 73 ans. Lydie purge sa peine en liberté surveillée tout en restant responsable de ce meurtre, car elle a modifié la scène de crime et voilà quoi. Elle recourt à un appel car il doit 450 000 € à la famille et il a demandé de récupérer des biens saisis comme des photos, l'appel, qui ont été utilisés pour dissimuler les corps. Ils ont été tous rejetés et heureusement parce que le mec c'est un malade mental. Cette affaire nous rappelle que la confiance, même au sein de sa propre famille, peut être fragile. La curiosité, la paranoïa et l'obsession peuvent pousser à des extrêmes que personne ne croit possibles. Et dans un monde où tout se sait, tout se partage, il faut se rappeler que la vision n'est jamais la totalité de la vérité. Respecter la vie, la famille et les autres. C'est ce qu'aucune richesse, aucune option ne doit jamais remplacer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez la famille, cette affaire-là, la famille Troadec. Vraiment, la jalousie peut tuer, ça c'est vraiment. Faites attention à ce que vous racontez aux autres, parce que les gens, vous savez pas comment les gens sont. Beaucoup de personnes autour de vous qui sont jaloux de vous, et ça vous le savez pas. Faites attention à ce que vous racontez aux autres. Faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Vraiment, faites attention. Parce que, beaucoup de personnes seront jaloux de vous. Commentez le trésor si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.